Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Émancipation, nous allons parler d'un sujet assez tabou dans notre société. Nous allons parler du parcours de la maternité, qui quelquefois peut être simple, qui quelquefois peut rendre heureux, mais parfois c'est pas si facile que ça. Parfois il y a des embûches, parfois il y a des difficultés. Et notre intervenante d'aujourd'hui va nous expliquer comment elle a fait pour enfin pouvoir atteindre cette maternité. Donc, bonjour Christelle. Je suis contente de te recevoir sur Émancipation. Merci de m'avoir. Avant de rentrer dans ce sujet assez lourd et aussi assez intime de ta vie, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, que tu nous racontes un peu qui tu es. Bon, je m'appelle Christelle Combé. Je suis maman de 3 petites filles, entrepreneur. Je viens de me lancer dans le bain de vapeur, donc les soins de bain de vapeur. Et je suis une femme, comme toutes les femmes, je me cherche encore et j'aspire à grandir. À grandir, bah oui, bah oui. Et aujourd'hui, comment tu te décrirais en tant que femme? Je ne suis pas encore tout à fait accomplie là où j'aimerais bien être, mais je me dis déjà l'effet d'être maman, c'est un accomplissement que je n'aurais jamais imaginé arriver. Donc il y a encore beaucoup de choses encore à faire, donc, mais je sais qu'on y arrivera. Et parle-nous un peu de la petite fille que tu étais. Est-ce que la maternité a toujours été quelque chose que tu avais en toi? Ah oui, oui. Je me rappelle encore toute petite. Je suis deuxième d'une fratrie de 3, donc j'ai mon grand frère et mon petit frère, mais comme on dit chez nous au Congo, tout le monde est cousin, des cousins, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de cousines, on est tous frères et sœurs, et je suis dans la lignée de chez mon grand-père, je crois la 5 ou 6e, donc après moi, il y en a encore beaucoup. Et j'avais toujours tendance à porter tous mes petits frères, mes petites sœurs sur le dos. Donc, on me disait toujours, ah, toi, tu vas avoir beaucoup d'enfants, toi, tu vas avoir beaucoup d'enfants. Et ça a toujours été un désir pour moi d'avoir des enfants. J'adore les enfants. J'adore. Ouais. J'adore. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ici, tu es venue nous parler d'un sujet qui touche, très très tabou, parce que c'est vrai qu'on sait, tout le monde sait, mais peu de personnes en parlent. Exact. On ne sait parfois pas comment en parler, tout simplement. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ta première fausse couche? Je vais ramener l'histoire avant ma première fausse couche. D'accord. J'avais fait un accident de voiture entre 2009 et 2010 qui m'avait pas paralysée, mais qui m'avait rendue un peu en mode alité pendant presque un mois, où j'avais brisé mon coccyx. Et pendant cette période-là, tous les tests qu'on faisait, les médecins n'étaient pas sûrs que j'allais avoir des enfants. Ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qui a été impacté à l'intérieur de moi. Donc, c'était toujours le question mark. Qu'est-ce qui va arriver quand tu vas vouloir concevoir? Et là, j'avais 20 ans à cette époque-là. Et c'est pas comme si je pensais avoir des enfants en ce moment-là, mais le désir d'être maman était là. Et il y a eu beaucoup de problèmes autour de ça, dans la famille, les questionnements, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Et bon, à un moment donné, j'avais mis ça de côté. Je me suis dit, si j'ai des enfants, c'est la grâce de Dieu. Si ça n'arrive pas, je veux foncer, je veux me mettre dans ma carrière. Je veux vraiment trouver une autre solution pour couvrir ce manque-là que la société dit que c'est un manque. Mais bon, il y a des femmes aussi qui vivent sans enfants. Et donc, ma première grossesse, j'avais 23 ans. C'était une grossesse surprise, je ne m'attendais pas. Je me suis dit, waouh, ok. Le jour est arrivé, je suis en mesure de tomber enceinte. Maintenant, est-ce que je suis en mesure de garder la grossesse? Et ça c'était le suivi du médecin, mais ce n'était pas le même médecin qui me suivait quand j'étais à l'hôpital, quand j'avais 20 ans à 23 ans. Et j'ai fait la fausse couche, j'étais toute seule, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, tu saignes et tout ça. Donc je me suis dit, je vais aller à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on me dit que vous êtes en train de faire une fausse couche.
on doit faire le curetage. Et comment tu te sens? Parce que 23 ans, c'est jeune quand même. Ouais. Et face à une situation comme ça, tu étais seule, tu étais entourée, tu avais des gens pour te soutenir. Enfin, est-ce que tu comprenais ce qui t'arrivait? Non. J'avais une tantine à moi parce que... Je crois que c'est le moment des mouchoirs, mais bon, on va essayer de retenir. Mes parents ne savent pas, jusqu'à aujourd'hui. Ah, ouais. Donc, ils vont découvrir Beaucoup de monde vont le découvrir aujourd'hui. Respire, prends ton temps s'il faut. Prends ton temps. On comprend que Christelle a besoin de 2 petites minutes. Je savais que ce sujet te toucherait et toucherait toutes celles qui sont en train de suivre. Ouais. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, tu es en train de mettre des mots sur des silences que de nombreuses femmes qui sont en train de regarder. Exact, ouais. Voilà, n'arrivent pas à en parler. Non, parce que en ce moment-là, je n'étais pas encore mariée, donc c'était un peu, dans la famille, c'était un peu tabou, quoi. Donc, ah oui, elle part étudier ailleurs, elle tombe enceinte, et en plus, elle va ramener un gosse et tout. Le feeling que j'avais en ce moment-là, c'était, j'étais contente, parce que j'ai su que j'étais enceinte. Et en même temps, quand j'ai perdu le bébé, je me suis dit, je peux continuer mes études sans arrêter. Tu as eu un sentiment de soulagement quand même? Oui. Et c'est bizarre à le dire à ma situation en ce moment-là. C'est bizarre de le dire, mais c'était un soulagement, pas un mauvais soulagement. C'était plus, je sais maintenant que je peux tomber enceinte. Oui. Après, ça ne m'inquiète pas, mais le début déjà est là. Donc, mon corps fonctionne. D'accord. Je peux reproduire. Et les médecins ne savaient pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, oui, vous êtes jeune. Peut-être l'effet que j'étais aux études aussi, j'étais en stage, je faisais plein de trucs en même temps. Donc, il m'a dit, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Et ça arrive, c'était pas le bon moment. Mais là, au moins, vous savez que vous pouvez tomber enceinte. Donc, c'était le soulagement que j'avais eu en ce moment-là que, OK, c'est arrivé. On va continuer notre chemin. Je ne veux pas commencer à retourner. Parce que tu te fais peut-être question, OK, il me reste encore 1 an d'études. Si je m'arrête, j'accouche, qui va aider, comment tu vas expliquer aux parents, comment tu vas expliquer à si. C'est pas facile, quoi. Non. Il y avait la peur et tout en même temps. OK. Et donc, finalement, oui, tu te retrouves à perdre ce premier bébé qui, finalement, tu es entre 2 émotions, la tristesse de perdre un enfant, mais aussi la joie de te dire que finalement, l'accident que tu as fait ne t'a pas rendu stérile. Exactement. D'accord. OK. Alors, ici, tu es là pour nous faire comprendre que tu n'as pas fait une seule fausse couche. Non. D'accord. Alors, comment s'est passée la 2e fausse couche? Là, on était en préparatif de mariage avec mon mari. Et il me dit, ah oui, tu as l'air bizarre, tu changes ton mood et tout ça, tu es un peu plus grincheuse. Mais j'avais encore mes règles. C'est un truc de famille, je crois, parce qu'on a comme nos règles pendant les premiers mois. Puis après, quand on apprend qu'on est enceinte, boum, ça s'arrête. Et il me dit, ouais, tu dois quand même faire un test. Je lui dis, non, je ne veux pas faire des tests, je ne suis pas enceinte. Et on était à 2 semaines de la dot. Et je me suis dit, bon, on va faire le test. Et bon, le test était positif, j'étais déjà 4 mois. Waouh! Ouais. Ah oui, un petit déni de grossesse, ça, quand même. Oui, c'est vraiment un gros déni de grossesse. On a fait le mariage, tout est passé. On s'est dit, bon, on va attendre après le mariage. Et personne n'était au courant? Personne n'était au courant. Ma belle-mère était au courant en ce moment-là. Ma belle-sœur aussi, elle était au courant. Donc, c'était vraiment des personnes, je ne vais pas dire proches, parce que je me suis reposée plus sur ma belle-mère, parce qu'on était tout le temps au téléphone. Ma maman, en ce moment-là, c'était un peu tendu entre nous deux. Donc, je n'avais pas encore... La possibilité de lui en parler, on attendait après les festivités et tout pour lui en parler. Et on s'est mariés 2 semaines après, on a fait la fausse couche. Vraiment, on était en mode, OK, là on est mariés, on va vivre ensemble. Le bébé arrive, tout va bien se passer, nanani. Et j'étais encore à la maison, je partais le matin pour aller au travail, je vois un peu de sang, on te dit c'est normal. Je regarde un peu sur Google, parce que là, on n'avait pas encore de ChatGPT. Quand tu dis, on te dit c'est normal, c'est qui le on? Dans la médecine, on dit que c'est normal dans les premiers mois. Ça peut arriver d'avoir des petits saignements, mais si c'est gros ou si c'est un peu brun et tout, là, il faut aller à l'hôpital. Mais là, moi, je saignais et je remplissais une serviette hygiénique. Ah ouais. Et là, c'est là où je me suis dit, ah non, normalement, c'est des petits spots que tu peux avoir. Mais là...
quand tu changes 2 fois de serviette hygiénique, c'est pas normal. Directement, j'ai appelé mon médecin traitant, je suis partie voir. Et tu as la tête du médecin traitant, quand je lui explique mes symptômes, il me regarde, il me dit, bah, vous êtes encore en train de faire une fausse couche. Ouh. Et je le regarde, je lui dis, ben non. Il me dit, ah oui, allez, on va faire l'échographie, on regarde. Et tu as la dame qui te fait les tests et tout ça, qui est là. Tu vois, ils essayent de garder leur calme. Et je lui dis, si c'est ça, dis-le-moi. Elle me dit, oui, mais je ne peux pas te le dire. J'ai dit, il faut me le dire, parce que là, je ne veux pas tenir, repartir encore chez le médecin, revenir et tout ça, dis-le-moi. Elle me dit, non, je ne peux pas te dire. Je suis repartie chez le médecin, il m'a dit vous êtes en train de faire une fausse couche naturellement, donc on n'aura pas besoin de vous donner de médicaments, pas de curetage, rentrez à la maison, reposez-vous et ça va sortir. Donc, attends, attends, parce que tu es en train de me dire que le médecin te renvoie à la maison. Pas à l'hôpital, à la maison. Alors il n'y a pas d'assistance, on ne te garde pas un petit peu pour vérifier si tout se passe bien, malgré que ce soit naturellement, mais que tout se passe bien. C'est la deuxième fausse couche aussi. Surtout. Non, rien du tout. Il m'a renvoyé à la maison. Yannick était au travail, je l'ai appelé. Lui, il était un peu plus loin de là où moi j'étais. J'ai pris un taxi, je suis rentrée à la maison. Et j'étais en pleurs, je me disais mais encore, qu'est-ce qui se passe? Oui, le temps qu'ils reviennent, toi, j'étais pas, le moment où j'étais à 10-15 minutes de la clinique, mais le temps que lui il revienne du travail, bah, il ne pouvait pas quitter le travail, il était en mode autonome, donc s'il quitte... Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, quoi, donc le temps qu'il arrive. Et pour un homme, c'est qu'est-ce que je dois faire? Il te regarde, tu pleures, mais lui-même aussi, il a une perte aussi, mais il ne sait pas exprimer parce qu'il ne sait pas la douleur que toi tu ressens. Parce que... Oui, il doit gérer son émotion et ton émotion en même temps. Exactement. Il doit en même temps rester fort pour vous deux. Exactement, ouais. Et les douleurs, c'est moi qui les ressentais parce que tu ressens des crampes. Comme si tu as tes règles, ça étire, ça force et tout ça. Et tu pleures, mais en même temps, tes pleurs, tu ne sais même plus si tu as mal ou si tu n'as pas mal. Donc, il y a plusieurs émotions. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que là, tu nous décris des douleurs physiques, mais dans la tête, le mental, à ce moment-là, quand tu sais que ton enfant est en train de partir, tu l'as perdu, mais finalement, il est encore en toi. Oui. Donc, mais tu sais que dans peu de temps, il ne sera plus en toi. Ouais. Comment on se sent, en fait? Vide. Je crois même pas que j'étais en train de réfléchir. Je crois que j'étais dans un trou noir. J'étais dans une pièce, tout est noir. Et je criais, je pleurais. J'appelais ma mère, je pleurais, je criais. Et c'est fou parce que le réflexe, c'était même pas d'appeler ma mère en ce moment-là. C'était quoi? J'ai appelé ma belle-mère. Et pourquoi? J'entends bien que c'est... Merci que tu partages ça avec nous, hein, Christelle. C'est dur et merci de partager ça avec nous parce que je sais que beaucoup de femmes sont en souffrance intérieure. Ouais. On te voit étant une personne très joyeuse, très souriante et on ne peut pas croire que finalement à l'intérieur, ça saigne finalement. Ah ouais, oui. Mais... Je ne sais même pas pourquoi j'ai appelé ma... Bon, je le sais, mais parce que ma belle-mère, on avait parlé. Elle a vécu des fausses couches. J'ai ma belle-sœur aussi qui avait vécu des fausses couches juste avant moi. C'est son histoire à elle, mais bon, juste en parenthèse. Et je me disais peut-être, c'est les seules personnes en ce moment-là qui allaient me comprendre, tu vois. Allaient te comprendre. Et c'est après que j'ai su que ma mère aussi avait fait des fausses couches, mais elle nous en avait pas parlé, tu vois. Et je suis la seule fille, et elle m'en a même pas on n'a pas partagé ce moment-là ensemble. Mais est-ce qu'on pourrait dire que finalement tu t'es tournée vers ta belle-mère parce que justement tu avais cette connaissance que elle avait déjà fait des fausses couches et qu'elle pourrait te comprendre. Et finalement du côté de ta maman, étant donné que tu ne savais pas, est-ce que tu n'avais pas la peur finalement d'être jugée ou de... Je sais même pas, pour te dire vrai, j'ai même pas réfléchi en ce moment-là. On était vraiment dans une relation très très tendue. J'avais appelé une de mes grandes sœurs qui est au Congo. Elle aussi, elle n'a pas vécu de fausse couche, tu vois. Donc c'était comme, je veux parler à des gens qui ne comprennent pas ma douleur, tu vois. Ils vont te dire, ah oui, mais ça arrive, ah ça va aller, tu vas avoir un autre. Tous les gens, moi, c'était un moment où, quand les gens me disaient ça, ça m'énervait même.
Et on avait parlé avec notre pasteur et sa femme, et c'était un peu le même discours. Dieu va vous donner encore d'autres enfants. Moi, je voulais pas entendre ça. C'est pourquoi il m'a enlevé cet enfant. Pourquoi je viens de me marier et je rentre dans mon ménage, j'ai respecté les coutumes, je n'ai pas... mon père a fait ce qu'il devait faire après les rituels qu'ils font dans les traditions. Et pourquoi je dois vivre ça? Donc à ce moment-là, j'ai envie de dire, est-ce que tu as l'impression, on va rentrer dans ce sujet-là justement, est-ce qu'on a l'impression à un moment donné d'une certaine fatalité d'être, je ne sais pas, dans diverses cultures ou pensées, d'être maudit, d'avoir fait quelque chose de mal ou est-ce qu'on est dans ce mood-là finalement? Est-ce que tu te dis pas tout simplement que peut-être tu n'as rien fait, que c'est la nature? Tu te poses plein de questions. Le plus drôle, c'est que mon médecin m'avait même dit je dois revenir faire des tests pour voir si j'étais née femme et que j'avais des hormones féminines et que Yannick avait des hormones masculines pour vérifier si on était compatibles. Je lui ai dit, mais c'est une blague, quoi. Il m'avait donné toute une farde avec plein de trucs à remplir. Je lui ai dit, mais je sais que je suis femme. Pourquoi tu dois vouloir tester, me faire des tests, je ne suis pas un de laboratoire, pour tester si je suis vraiment en mesure de garder une grossesse ou je ne sais pas, il n'y a pas d'autres tests à faire, mais il me dit oui, mais madame, c'est la seule chose qu'on peut faire pour vraiment déterminer pourquoi vous perdez les enfants. Et là, ici, c'est un peu plus tard que la première fois, mais ce n'est pas normal. Mais revenons un petit peu sur ta deuxième fausse couche. D'accord. Tu attends ton mari qui doit venir à la maison. Quand il arrive, il est désemparé parce qu'il ne sait pas comment réagir face à tes émotions. Qu'est-ce qui se passe? Comment se déroule en fait la délivrance? Oh, c'était un long silence pendant longtemps. On était devenus un peu... En plus, je lui ai posé la question ce matin pour savoir un peu comment tu te sentais. Il m'a dit qu'il était perdu. Il ne savait pas comment m'aider, comment s'aider lui-même et à qui parler. C'est souvent ça le problème. Il avait parlé, je crois il en avait parlé avec des amis à lui, et étant des jeunes aussi à cette époque-là, parce qu'on n'avait même pas encore 30 ans, il n'avait pas vécu la même chose que lui, il est en train de vivre, donc il ne savait pas comment le consoler, et c'était comme, ah ben ça va aller, tu vois, sois fort, t'es un homme, t'es un bonhomme. Donc nous, de notre côté, les femmes, on a cette pression, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être forte, mais eux aussi, ils ont cette pression-là, que ta femme est down, bah, c'est toi qui dois la relever, mais ils oublient aussi que lui aussi, il était down, tu vois. Donc on était en mode, chacun faisait son deuil de son côté. D'accord. On se parlait, mais c'était pas... Je n'avais pas de haine contre lui, et il n'avait pas de haine contre moi, mais c'est comme si on était devenus des ennemis sans vraiment le vouloir. Et finalement, cette période-là, est-ce qu'elle vous... Quand j'entends, elle vous a éloigné plus qu'elle... Un peu plus, oui. Elle nous avait beaucoup éloigné. Beaucoup de silence. Oui, beaucoup de silence. C'est même pas... C'était pas longtemps, hein, parce que ici, on s'est mariés en octobre. Je suis retombée enceinte après d'Amaria en novembre. Mais pour moi, c'était comme si c'était 10 ans de silence, quoi. Mais c'était peut-être 3 semaines où on était en mode... J'avais des congés au travail, mais je n'ai pas voulu les prendre parce que je voulais rentrer dans le monde du travail, je voulais reprendre mes activités. Le dimanche, ça s'est passé dans la semaine, le dimanche on était à l'église. Oui, donc vous avez pris le parti de faire comme si... rien n'était, voilà. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? Non, je trouve que ce n'était pas. Parce que ça nous a changé aussi et les gens nous regardaient comme ah, vous êtes devenus comme si on se la pétait. Parce qu'on vient de se marier, mais ils ne savaient pas ce qu'on venait de vivre. Ce que vous veniez de vivre. On s'était juste éloignés, on s'est retiré un peu pour juste se dire, ok, est-ce que Dieu existe réellement? Et on commence à se questionner. Oui, ta foi en prend un coup. Parce que, pour te dire, on a fini notre mariage, on était comme Cendrillon. À minuit, mes parents habitent à Montréal. Et nous, on était à Toronto. C'est 6 heures de route. À minuit, moi, j'ai dit à mon père, je dois rentrer. Le matin, je dois être devant le pasteur, il doit me bénir. Donc, je me suis dit, Seigneur, on a pris la route. Il a bu, il a fêté, il a dansé comme n'importe quoi. Et le matin, on est devant l'église pour que le pasteur prie pour nous, pour que 2 semaines après, tu nous fais ce coup-là. Mais t'es où? Oui. Donc, oui, j'aime que tu relèves ça, en fait, parce que tu es chrétienne, tu as cette foi en Dieu. Et finalement, le fait de ta croyance en Dieu fait que tu te dis rien de mal peut t'arriver. Non.
tu es protégé parce que tu te dis, tu as eu cette bénédiction-là, donc ton mariage est couvert. Tout ce qui va sortir pendant ce mariage-là est couvert. Ce sera une bonne chose. C'est une bonne chose. Je dis oui, les gens vont calculer, ah oui, elle est tombée enceinte à telle période. Mais moi, je sais que c'était pas quelque chose que j'ai voulu. Je ne l'ai pas, en anglais, on dit trap. Je ne l'ai pas trap pour qu'il me marie. Non, on avait déjà nos projets de mariage. C'est arrivé, c'est une bénédiction. Et là, on veut rentrer dans cette bénédiction. On s'est dit, bon, c'est arrivé. On va pas changer les choses, mais au moins qu'on marche dans le bon chemin et que cet enfant vienne entouré de l'amour et qu'il sache que Dieu est là avec nous. Quoi. Et là... c'est totalement autre chose que ce que tu pensais. Ouais. Oui, je comprends tout à fait. Et comment se passe le postpartum? Comment se passe le après, quand tu nous expliques ici avec ton mari, mais par rapport à toi, ton mental, est-ce que tu te dis, j'ai encore envie d'essayer une 3e fois? Est-ce que tu te dis, j'ai envie de voir vraiment où tu as peur, tu te dis, non, j'ai plus envie de vivre ça. Comment une femme qui a perdu un enfant pense pour la suite? Je tente les deux. Parce que je savais la date que je devais accoucher. J'avais déjà commencé à préparer, je n'avais pas encore acheté des vêtements, mais je me préparais mentalement d'accueillir un bébé et tout. Et quand on a eu la fausse couche, il y avait beaucoup de bébés, beaucoup trop de bébés dans ma famille. Je crois par année, je crois qu'on accouche au moins, il y en a 10 qui accouchent, quoi. Et là, à chaque fois, tu entendais, ah oui, telle est enceinte, ah oui, telle va avoir un bébé, ou telle a accouché, tu étais genre, nice. Et les dates étaient presque les mêmes dates. Je crois que c'était qui encore? Kate, la femme du prince Charles, là, au prince William. On avait les mêmes dates pour son premier fils. Donc, je me suis dit, ah ouais, on allait accoucher la même période parce qu'ils ont annoncé ça, la famille royale. J'ai dit, ouais. Tu aurais eu ton enfant. On aurait eu notre enfant au même moment. Hein, peut-être, elle pourrait essayer de l'épouser. Tu imagines plein de choses, mais en même temps, c'est si j'essaye encore. Est-ce que... Tu vois. Après, tu as les questions, est-ce que vous êtes compatibles? Et vous avez fait des démarches pour essayer de savoir si vous étiez compatibles ou pas? Non, parce qu'en Afrique, on le fait, mais en Europe, au Canada, c'est pas la première idée qu'un couple va se dire « Ah oui, on va aller faire des tests pour voir si on est compatible », parce que tu te dis, toi, tu es OK, tu fais tes tests à toi, la personne fait ses tests et il n'y a pas eu des problèmes de santé ou qu'on a fait une alerte et quoi. Moi, je savais que j'avais mon alerte, mais mon alerte, c'était pas « tu ne peux pas concevoir ». Je sais que je peux concevoir, mais c'est la suite. Est-ce que mon dos, mon bassin est en mesure de supporter le poids que l'enfant va m'imposer? C'était cette partie-là qui était l'inconnu. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, écoute, on va essayer. De toute façon, tu ne peux pas savoir si tu n'essayes pas. Ça. Oui, mais c'est vrai qu'entre ce que tu désires et ta peur, il faut aussi aller essayer d'aller au-delà de tes craintes, finalement, pour essayer encore à nouveau. Mais je sais que dans notre culture, souvent, le fait de perdre l'enfant, la responsabilité revient à la mère. C'est souvent la maman qui garde l'enfant, donc tu perds ton bébé, donc forcément le père est un peu à l'écart, ou on va dire, on plaint plus le papa parce qu'il a eu à prendre une femme qui, elle, ne conçoit pas. Ouais, voilà. Comment toi tu as vécu cette phase de responsabilité, qui finalement n'est pas la tienne, cette phase de honte? Je n'ai pas vécu de honte. J'avais un mari, malgré sa douleur à lui, il ne m'a jamais mis... on voit souvent des films, des théâtres où on te dit « Ah oui, c'est à cause de toi ». Il ne m'a jamais jeté ça à la face. Jamais du tout. Jamais. Il m'a dit « Écoute, si c'est arrivé, c'est arrivé. On va essayer. On se donne le temps. » Le médecin a dit « Ton corps doit d'abord se reposer. On se donne le temps. Tu vas voir. » Et j'avais ma belle-mère, ma belle-sœur. « Écoute, ne t'inquiète pas. Tout va arriver. Tout va bien. Tu vas encore avoir un autre enfant. » Tu vois, c'était positif. Et il n'y avait personne qui me blâmait, ah ben ton corps il n'est pas bien, quoi. Ah, ben, tu vois, des fois tu peux tomber sur des belles familles où qui vont te dire tu n'arrives pas à nous donner un petit enfant, quoi. Attends, va trouver une autre femme. En plus tu viens juste de te marier, c'est juste le coutumier, vous n'avez pas encore fait le civil, vous n'avez pas encore fait ci, donc tu peux passer et trouver une femme qui va te donner un enfant. Encore l'inconnu, parce qu'il peut partir ailleurs. Qui sait? Donc en fait ici tu nous fais comprendre que finalement vous avez traversé une phase de silence, d'éloignement de chacun, mais que finalement,
ça vous a quand même consolidé. Oui. Oui. Bah, tu as de la chance, alors tant mieux. Ici, tu me lances des fois des choses que certaines personnes peuvent dire. Et moi, souvent, j'entends, ou j'ai envie de dire le réflexe de toute personne qui a envie de réconforter une femme qui a perdu son bébé ou qui a fait plusieurs fausses couches, serait que t'inquiète pas, tu es encore jeune, tu auras encore des enfants. Je déteste cette phrase. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir un enfant peut remplacer la perte d'un enfant? Never. Jamais. Même si tu ne l'as pas connu, cet enfant, même si tu ne l'as pas touché, même si tu ne l'as pas senti bouger, c'est une âme qui est venue en toi et que vous êtes connectés. Tu vois. C'est vrai que les dates qu'on te donne d'accouchement, c'est une date fictive, oui. Mais je connais ces dates-là. Et vers ces périodes-là, je me sens vraiment, je me sens pas bien. Et c'est des fois, je regarde mon calendrier, ah oui. Et est-ce que finalement, la question que je vais te poser est peut-être un peu directe, mais j'ai envie de dire, est-ce que finalement, tu te sens complète avec ces pertes-là? À l'intérieur de toi, est-ce que tu te sens complète ou tu as l'impression qu'il te manque une partie de toi à chaque fois? Oui, je sens que oui. Malgré que j'ai mes trois filles, c'est l'inconnu, quoi. C'est l'inconnu. Parce que le premier aurait peut-être, je crois, 13 ou 14 ans, un truc comme ça. Et la deuxième aurait eu le même âge qu'Amaria. Donc, il n'y a pas... C'est pas qu'Amaria ne peut pas remplacer cet enfant. Et Amaria, c'est Amaria, tu vois. Et ils auraient eu le même âge, mais pas le même mois. Pas le même mois, oui. L'autre en avril et l'autre en août. Donc, il y a quand même une différence. Et donc, oui, des fois, j'ai cette sensation d'incomplet. Je me dis, ouais, 5 enfants, c'est différent. C'est différent, oui. Écoute, on va aller tout doucement vers la fin de notre podcast. Mais j'aimerais que tu nous lises ceci. Ah ouais, mes lunettes. Ah, purée. Est-ce que tu pourrais nous lire ça, s'il te plaît? Ouais. C'est en anglais, donc je vais traduire après pour les personnes francophones qui vont nous suivre. 10 years ago, heaven blessed us with a miracle. Our first daughter, our first wonder, our precious promise from God, a dream we held close to our heart, finally in our loving arms. You have brought joy, pride, and light into every corner of our lives. Today, as you turn 10, know that you are loved beyond words, cherished beyond measure, and treasured for all eternity. Happy birthday, my forever princess, Amaria. T'es pas bien? Ouais. J'aime toutes mes 3 filles. Mais Amaria, c'est elle qui a ouvert la porte pour ses petites sœurs. Le prénom Amaria se signifie promise, God's promised, la promesse que Dieu m'a faite. Je jeûnais pas pendant 40 jours, j'ai testé Dieu avec Amaria. Yannick me disait toujours quand il était jeune, des fois il faisait des petits trucs comme ça où il menaçait Dieu. Je lui dis, on va tester. Et je l'ai testé pendant les jeûnes de Daniel. 40 jours. J'étais enceinte. Et j'ai jeûné pendant 40 jours. Et je dis, si à la fin de ce jeûne, je suis enceinte, Seigneur, je ne manquerai jamais de bénir ton nom. Peu importe où je suis, peu importe même si je suis entourée des athées, des musulmans, je m'en fous. Ton nom sera toujours dans ma bouche. Et le jour de mon anniversaire, j'étais enceinte d'Amaria, le 21 décembre. Et on cherchait des prénoms et tout. Et le seul truc qui revenait dans ma tête, la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. J'adore les noms hébreux. Et j'ai trouvé son nom dans les livres des Hébreux. Amaria. Waouh. Ouais. Waouh. Ouais. J'ai été touchée par ce message. J'ai vraiment été touchée parce qu'on sent la puissance de la force de cette maman qui s'est battue. Qui a tout fait pour tenir en main ses enfants. Aujourd'hui, tu es maman de 3 merveilleuses petites filles.
Tu as eu un parcours très compliqué. Mais ce qui m'a plu de vouloir échanger avec toi, c'est justement pour dire à tout le monde, à toutes ces femmes qui vivent la discrimination d'une perte, la lourdeur, la difficulté d'une perte, qui ont un chemin de maternité peu commun, compliqué, difficile, qu'il y a toujours de l'espoir. Exactement, exactement. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais lâcher. Non, non. Les petites Amaria peuvent arriver, Alaïsa, Eden. D'accord. Et chacune, elles ont leur nom a une signification par rapport aux épreuves qu'on passe. Et je dis toujours aux gens, un enfant amène une bénédiction, mais si tu es fermé, tu ne l'auras pas, cette bénédiction. Si tu es distrait, tu peux rater vite. Tu peux passer à côté. Même à crédit, hein, c'est bête. Hein, mais pour te dire, ouais, Amaria nous a ramené plein de trucs qu'on avait perdus avant d'aller la voir. C'est pas seulement l'enfant, mais beaucoup de biens aussi qu'on avait perdu, la confiance en soi. Et qu'est-ce que, notre dernière question, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui avec tout ce que tu as traversé, avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu sais aujourd'hui par rapport à ton parcours de maternité? Qu'est-ce que tu dirais à la petite Christelle? Oh, du bonheur, de la joie, des pleurs, des crises. Parce que là, c'est l'adolescence qui arrive pour Amaria, donc de la joie. De la joie. Ouais. Donc, de tout ce que tu as traversé, ce que tu retiens, c'est... C'est la joie. Voilà. On ne peut rien changer que de tout ça, non. Si je veux refaire, je ne voudrais pas changer le parcours. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, je veux changer de parcours, mais non. Moi, tu garderais ce parcours. Je garde ce parcours parce que ça m'a forgé, ça m'a fait qui je suis aujourd'hui. Et si je change de mesure aujourd'hui d'en parler, avant j'arrive à parler sans pleurer, mais je crois que les émotions reviennent petit à petit. Mais je crois que c'était ma destinée. Je devais passer par... Non, je ne changerais rien du tout. Eh bien, écoute, merci pour toute cette sincérité, toute cette émotion que tu nous as transmise. Émancipation, c'est ça aussi. Et je suis contente qu'on ait partagé ça. J'espère que vous tous qui avez suivi ce podcast, et surtout les mamans, les papas aussi, parce qu'on ne vous oublie pas, on sait que ce parcours est le vôtre aussi, vous trouverez quelques mots de réconfort au travers de l'histoire de Christelle. J'espère aussi que chacun d'entre nous prendra conscience de la lourdeur des mots qu'on peut avoir, que des fois, certaines personnes traversent des moments difficiles dans le silence et qu'ils ont besoin de réconfort de notre part. Parfois dans la distance, dans le silence, mais parfois dans les mots aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains épisodes. À bientôt. Merci.